Salut voyageuses et voyageurs d'internet, je suis Georges Vernat, poète. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance d'être interviewé par l'artiste nantais Damien Cernac. Damien, c'est un artiste protéiforme qui mélange dans son travail à la fois la photographie, le texte, le théâtre, et qui anime donc aussi un podcast qui s'appelle Les gens de Chantenay. Dans ce podcast, il va à la rencontre des gens de son quartier, de tous horizons, de tous bords, de toutes origines, et il discute avec eux, tout simplement. Et il se trouve que j'habite dans le même quartier que Damien, à savoir Chantenay, d'où le nom du podcast. Chantenay d'ailleurs, un peu d'histoire. Chantenay, c'est un petit quartier légèrement excentré à Nantes, qui surplombe un petit peu la ville. Il est tout proche d'un autre petit quartier qui est la butte Sainte-Anne. Sur la butte Sainte-Anne, pour celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être déjà allés à Nantes, vous savez qu'il y a le musée Jules Verne, entre autres choses. Il y a un planétarium aussi qui est très chouette. Et Chantenay, c'est un quartier hyper mignon, assez tranquille, à 10 minutes du centre-ville, avec plein de parcs et où il fait franchement bon vivre. C'était la minute Office du tourisme. Dans cette interview, on a discuté un petit peu de tout et de rien, je dirais, de la vie, des choses, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît moins. Forcément, vous allez y retrouver quelques-uns de mes sujets de prédilection, donc la littérature, la poésie, la création en général. La poésie contemporaine aussi, forcément, puisque c'est un sujet qui me tient très à cœur. On y aborde Arthur Théboul, le chanteur de Feu Chatterton, Cécile Coulon, l'évolution de la poésie, pourquoi il y a une ancienne poésie qui peut parfois sembler un peu datée, qui fait un peu peur aux gens, la poésie plus contemporaine, ce que j'appelle moi la poésie vivante, qui est quelque chose que je défends, pour lequel d'ailleurs j'organise régulièrement des concours sur Georges en poésie. On y parle de la vie, on y parle de l'amour, on y parle de la mort, plein de sujets, tout ça condensé en 20 minutes. Si vous souhaitez suivre le travail de Damien, vous pouvez retrouver en description, juste en dessous de la vidéo, vous verrez, il y a un lien vers son Instagram personnel, donc Damien Cernac, sachant qu'il est photographe professionnel, c'est son métier, on va dire, principal. Donc vous pouvez aller vers lui si vous avez par exemple besoin de séances photos. Et il y aura aussi un lien vers le podcast en question, Les gens de Chantenay, qui est présent sur plein de plateformes. Si vous êtes plutôt utilisateur ou utilisatrice d'Instagram, le podcast est présent dessus. Si vous préférez Spotify, Apple Podcast ou d'autres plateformes, il est présent sur plusieurs d'entre elles. Et bien sûr, je vous encourage vivement à aller écouter les autres épisodes des gens de Chantenay par Damien. C'est un espace très convivial, très humain, très chaleureux. Damien, c'est quelqu'un de très respectueux et on sent qu'il a beaucoup de tendresse pour ses invités. Alors merci encore Damien d'avoir pris le temps de t'intéresser à mon univers, d'avoir pris de ton temps perso pour faire quelques photos avec moi, pour enregistrer cet épisode, pour le monter, pour tout ton travail. Merci d'être tourné vers les autres comme tu l'es. Et moi je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode des gens de Chantenay. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les gens de Chantenay et d'ailleurs. Un rendez-vous sonore disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et photographique à voir sur Instagram, @lesgendsdeChantenay. Je m'appelle Damien et je suis réalisateur photographe. Quand j'étais petit, mes grands-parents tenaient un petit bistrot de quartier dans le nord de la France. Et à ma manière, j'ai voulu leur rendre hommage par ce podcast en m'invitant à boire le café chez les gens du bistrot du coin. On y parle du quartier, de notre rapport aux autres et de ce qui fait sens dans nos vies. Comme disait Henri Bergson, c'est dans le jaillissement perpétuel d'imprévisibles nouveautés que je vous invite à écouter aujourd'hui cet épisode un peu exceptionnel, à la rencontre d'un artiste nantais. Et c'est Georges en poésie qui ouvre ce nouveau chapitre. Il nous parlera de poésie et d'écriture, de son rapport au temps et au mouvement. Alors vous toutes et tous, rêveuses et rêveurs éveillés, restez à l'écoute, car un artiste sommeille aussi en vous. Salut Georges, écoute, je suis très content que tu m'accueilles ici chez toi. Avec grand plaisir. Toi qui écris de la poésie et qui fait aussi des podcasts. Du coup là, en fait, on échange les rôles un peu. C'est ça. Parle-nous un petit peu de toi, de ton enfance. T'es né où, toi, exactement ? Je suis né à Tours, j'ai grandi à Tours, j'ai fait mon collège, mon école primaire, mon collège et mon lycée à Tours. Ma fac aussi, sans grand succès, parce que j'ai fait une fac de droit qui s'est soldée plutôt par un échec. J'ai un petit peu, entre guillemets, saboté mes examens de fac, c'était en 3e année.
J'ai écrit un poème, enfin mes poèmes en fait de l'époque. Mon premier recueil venait de sortir et j'ai écrit un poème sur la copie au lieu de rendre l'examen tel que je devais le rendre, quoi. Ah ouais, ok. En mettant mon email et puis en leur disant voilà, j'ai pas vraiment appris mes leçons, mais par contre je sors un recueil, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et du coup j'ai eu de la chance puisque j'ai certains profs qui me l'ont acheté. Et j'en ai même un, mon professeur de droit commercial, qui m'avait dit: je vous cache pas que votre note elle est toute ronde, mais par contre je vous achète un recueil. Et j'étais très content. Je dirais que c'est peut-être une des rares fois dans ma vie où j'ai été vraiment courageux à ce niveau-là. C'est-à-dire cette espèce de désobéissance de comprendre qu'au fond de toi c'est ça que tu veux et c'est pas devenir avocat, quoi. Ce qui était un peu le chemin tracé à l'époque. La poésie, comme toute forme d'art, en fait, est là aussi pour... alors c'est très personnel à la base, mais c'est aussi fait pour relier. Je pense que de base, j'écris plutôt pour moi. J'ai plutôt cette espèce de côté un petit peu égoïste de là tout de suite je ressens de la joie, de la souffrance, de la solitude, que sais-je, et j'ai besoin d'une certaine façon de le dire, de l'évacuer de mon système, voilà. Il m'arrive régulièrement quand j'écris de penser à des gens. Penser à des gens que j'aime, des gens que j'aime pas, voilà. J'ai des visages qui viennent me visiter. Du coup, oui, on est forcément relié aux autres. Et j'embraye sur un poème que moi j'aime beaucoup et que j'aimerais lire, d'André Chédid, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle « Toi, moi », par rapport à justement ce lien et cette recherche de compassion et d'amour des autres, en fait. Par l'univers planète, univers à toute bride, par l'univers bourdon dans chaque cellule du corps, par les mots qui s'engendrent, par cette parole étranglée, par l'avant-scène du présent, par vent d'éternité, par cette naissance qui nous décerne le monde, par cette mort qui l'escamote, par cette vie plus bruissante que tout l'imaginer, toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. C'est beau. Ce désir de relier. Mais après, c'est intéressant aussi parce que chaque poétesse et chaque poète étant qui il est, la personnalité infuse énormément dans ce qu'on écrit. Pour danser avec le langage, il faut accepter que le langage c'est protéiforme, ça, c'est un feu d'artifice, ça part dans tous les sens. Il y en a qui aiment les vers très très courts, les autres très longs, les uns versifiés, les autres machin. Tant mieux. Il n'y a juste pas de limite. Le but du mouvement, en fait. Le but de venir ancrer la pensée dans un art, une écriture ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, il y a des choses qui doivent être faites pour chaque individu, en fait, pour exprimer aussi son individualité, en fait. Et au final, c'est ça qu'on aime. Oui. Donc, tu vois, tu ouvres un roman et tu te dis oh, mais lui, il parle des asticots, il a dédié un roman aux asticots, c'est génial, personne n'a fait ça avant. Ou aux fourmis. Ou aux fourmis, voilà. Ouais. Donc, et c'est ça qui est trop bien. Ouais, c'est assez incroyable. Bah oui. La créativité va très très loin, ouais. Bah Ouais, oui. Tout à fait. Oui. Et moi, ça me fascine, et cette originalité-là, il faut absolument la protéger. C'est ce que disait pour le coup Baudelaire. Il disait la sensibilité de chacun, c'est son génie. Bah oui, si t'as envie de construire des châteaux avec des petites allumettes, fais-le. Ça fait pas de toi un con. Et au niveau des idées, comment tu arrives en fait à venir un peu choper ces pensées et à quel moment tu te dis bah tiens, je tiens quelque chose, tiens, il faut que je l'écrive. Je pense que je parle que pour moi, mais en tout cas, moi, il y a des moments où il y a une nécessité. Juste, tu vois, une nécessité absolue qui va être aussi simple, aussi tangible que par exemple toi quand tu sens que t'as soif, quoi. Tu as envie d'aller boire un verre d'eau et tu te demandes pas tiens à quel moment j'ai envie d'aller boire un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau quand j'ai soif. Et ben c'est strictement ça. C'est-à-dire cette sensation des fois de rêverie très très forte, tu sais, où tu quittes littéralement ton corps. Et c'est d'ailleurs les premiers vers du poème. Je savais pas encore où j'allais, mais j'ai écrit « Il suffit que je pose mon corps quelque part pour le quitter ». Et après, j'ai laissé un peu la rêverie faire son truc. Et au final, ça s'est transformé en je suis une sorte de vent, un peu de courant d'air, tu vois. Ce qui est le cas de la rêverie, en fait. C'est-à-dire que tu t'extrais de toi, tu t'éparpilles, et puis tu vas te promener dans les ruelles, sur les toits, avec les oiseaux, dans les branches des arbres... ce que tu vois, quoi, tu te faufiles en fait dans le monde. Et le vers qui résume bien ça dans le texte, c'est « Je suis onde ». J'ai l'impression d'être une onde un peu. Et je sais que toi, t'aimes beaucoup la danse. Oui. Et ben, moi, j'ai la chance de vivre avec une danseuse. Et on en parlait la dernière fois. Et je me rendais compte que c'est intéressant parce que si tu veux, ce que font les danseurs avec leur corps, c'est de plus en plus ce que j'essaye de faire avec mes mots.
C'est-à-dire que le danseur va couper l'intellect, comme on disait tout à l'heure, et le mouvement va jaillir dans un instinct, tu vois. Et dans un instant aussi, c'est intéressant. Instinct. Avant même que tu aies réfléchi ton mouvement, le mouvement a jailli. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de spontanéité totale. Et c'est ça que je cherche dans les mots. Pour arriver à cette danse, justement, de le mouvement a jailli. Et après, c'est presque comme si je voyais la phrase sur la feuille et que je me disais, ah bah tiens, elle sort d'où? Tu vois? Donc c'est un jeu intéressant. J'ai cette recherche de devenance, parce que j'ai l'impression que tout devient sans cesse. Tu deviens, je deviens, tu vois. Toi et moi, on sortira de cette pièce différent de qui on était en y entrant. Même là, pendant qu'on discute, toi et moi, et que je te regarde, tu me regardes, on est en train de devenir quelque chose. Peut-être qu'il y a une pensée qui va naître dans ta tête dans 5 secondes que tu n'avais jamais eu de ta vie. Donc ça, je trouve ça fascinant. Et de plus en plus, je cherche ça. Je cherche le mouvement parce que j'ai l'impression qu'il y a un secret là-dedans. En ce moment, je suis presque obsédé par le vent. J'ai écrit un texte qui s'appelle Zéphyr. Je vais faire graver sur ma guitare que je fabrique chez le luthier Zéphyr. Parce que je sens que dans le vent et dans le mouvement, il y a quelque chose de vivant intrinsèquement. Et c'est ça que je cherche. Mais je cherche à attraper quelque chose qu'on n'attrape pas. Ouais. Donc, si tu veux, c'est tout le paradoxe de la chose, quoi. C'est comme une prière, un peu. C'est une façon de, je sais pas, de sublimer un moment, de sublimer une rêverie, et puis tu sens de la même façon quand ça doit s'arrêter. Ça s'interrompt naturellement de soi-même, quoi. Le stylo a plus envie, en fait. Ouais, c'est marrant parce que moi ça me fait penser aussi à la photo, parce que moi je fais de la photographie et c'est exactement pareil en fait. On se laisse aller, c'est une rêverie, on pense à plein de choses et à la fois on est là, on est présent et puis on passe d'un truc à l'autre en fait. Et donc l'écriture c'est pareil, ouais. T'as l'impression d'être presque dans un rêve éveillé un peu, ouais. Tu vois, c'est cette chose qui t'entraîne quelque part dans un recoin de ta sensibilité. D'être porté par quelque chose, en effet, une onde. Ouais. Complètement. Mais tu viens un peu suspendre le temps aussi. Tu t'extrais. Ouais, tu t'extrais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme si on cessait de subir, un peu. On cesse de subir l'environnement, la société, le temps, tout ça. Et il y a une extraction, comme une parenthèse, magnifique, ouais. C'est peut-être ça qu'on cherche. On cherche notre fixe d'extraction, en fait, temporelle. C'est très agréable, c'est clair. Finalement, c'est marrant, tu me dis ça, et moi tout de suite je me suis dit, bah tiens, ça me fait penser à l'enfance. Parce que souvent les gens ils parlent de leur enfance en disant, ah c'était le temps béni où j'avais pas de soucis, où j'avais pas de responsabilité, où finalement la vie c'était du plaisir, du rire, de la joie, de l'amusement constant, et voilà. Et il y a peut-être c'est ça en fait, cette parenthèse d'enfance qu'on recherche, de s'extraire de je suis ci, je suis ça, je suis responsable de machin, j'ai des impôts à payer et tout, de retrouver cette parenthèse un peu enfantine. Et ça, c'est vraiment fort, en tout cas, pour moi, avec les mots. C'est jamais sérieux. Ça doit être au contraire le plus libre et d'une certaine façon, le plus enfantin possible. La recherche d'une certaine pureté, en fait. Oui, parce que la sensation d'un enfant, elle est, en général, ou l'émotion d'un enfant, elle est très pure dans le sens où tu te la prends comme un train dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que l'enfant heureux, il est extrêmement heureux, il te balance son rire dans la tronche. Ça va être pareil pour ses larmes, ça va être pareil pour sa peur. Donc, cette façon de non filtrer, c'est un peu ce que j'essaye de retrouver dans la poésie. C'est finalement pour quelqu'un d'un peu mental comme moi, et peut-être comme toi, je sais pas, retirer le filtre de l'intellect pour retrouver une jouissance de l'émotion qui soit, comme tu dis, plus pure, dans la façon la plus sincère possible. Ça, c'est vraiment un leitmotiv pour moi, et c'est ce qui fait que certains poèmes sont conservés et d'autres pas. C'est qu'il y en a où je sens une sincérité qui transpire du début à la fin, parce que c'est sorti d'une vraie nécessité d'écrire, une vraie nécessité de créer. Là, tout de suite, il faut que je crée là, maintenant. C'est presque une question de survie. Et à d'autres moments, il y a une forme d'écriture plus récréative. Tu t'écoutes un peu écrire comme on peut s'écouter un peu parler. Ouais. Et ça m'intéresse moi. Les auteurs en fait qui t'ont un peu inspiré quand t'étais plus jeune, c'est quoi? Parce que je sais que tu aimes Bukowski, mais j'imagine qu'à 10 ans, peut-être pas forcément... Non, Bukowski, pour moi, c'est plutôt l'attitude. Tu vois, c'est comme... par exemple, quelqu'un comme Gainsbourg, que par ailleurs, on peut tout à fait condamner pour sa misogynie et ses manières. Mais d'un autre côté, il a foutu un coup de pied dans le tas. Tu vois, il est arrivé et il a dit, moi, je pense que la poésie maniérée, en perruque et escarpin, j'en veux plus.
Je veux qu'on écrive le quotidien, la vraie vie, la souffrance. Tu vois, le type qui part au boulot le matin, qui a pas envie. La crasse du quotidien, en fait. Le truc où il y a des matins où la vie c'est de la merde et où franchement j'ai pas envie d'être là, quoi. Et ça, c'est le génie de Bukowski pour moi. C'est vraiment pour ça qu'il est intéressant et c'est pour ça que ça a été un réveil pour moi, tu vois. De se rendre compte à un moment je passe je lis Hugo, qui m'inspire beaucoup, je lis des poèmes comme justement Baudelaire et tous ces gens que tout le monde cite sans cesse, Rimbaud, tout ça, où on est quand même sur quelque chose un peu daté, il faut bien le dire. Et on arrive à cette espèce de déménageur, là, de camionneur qui t'écrit, tu vois, en Marcel, avec de la sueur sous les aisselles, en pétant sous sa terrasse, tu vois, c'est un peu ça. Et d'un seul coup, tu te dis, en fait, c'est un vrai, entre guillemets, c'est un vrai poète, tu vois. Il n'a pas moins de légitimité que les autres. Simplement, c'est une poésie contemporaine, brute, vraie, qui me parlait plus. Mais après, qui m'ont inspiré, il y en a eu plein. Rostand, on en parlait tout à l'heure. Tous les gens où j'ai l'impression qu'ils ont cherché un peu à sincèrement ouvrir un chemin dans la poésie. Et la diversité au niveau de la poésie, ça c'est plutôt chouette aujourd'hui, c'est que à travers, par exemple, même le chanteur de Feu Chatterton, Arthur Teboul ou Cécile Coulon, on a beaucoup de gens qui viennent d'univers différents. Oui, c'est la beauté de ça, et c'est aussi ce que notre époque révèle très bien, notamment au niveau du genrage dans la poésie. Donc on a eu effectivement cette construction, mettons les pieds dans le plat, hein, cette construction patriarcale autour des arts, voilà, autour de la science aussi, autour de tout ça, chose qu'on est en train d'essayer de détricoter à notre époque un peu, et de se rendre compte que, ah bah oui, en fait, il y a une hégémonie masculine. Du coup, c'est vraiment bien parce que l'époque est en train de laisser enfin émerger ces sensibilités autres, notamment féminine. Et là-dessus, on a une vraie libération qui va être pour moi, c'est hyper bien parce que ça va enrichir tellement le paysage poétique. Et justement, tu as un recueil en fait d'une poétesse russe qui s'appelle Anna Akhmatova. Ah voilà. Ouais. Et Anna Akhmatova, par exemple, elle, j'en ai entendu parler par des contacts sur Instagram. Une grande figure tragique, tu vois. Elle a rencontré un homme qu'elle a aimé passionnément et en fait, elle l'a rencontré une nuit et elle s'en rappelle comme d'une nuit de discussion. Ils ont parlé, tu vois, de peut-être 8h du soir à 8h du matin et c'était d'une richesse et elle a rencontré une âme sœur incroyable et ce type a dû repartir. Le recueil est composé de poèmes qui sont espacés parfois de 10, 15, 20 ans et à chaque fois il y a cet anniversaire triste de cette nuit où j'ai rencontré cet homme que j'ai tant aimé. Et au final, elle a cette conscience, cette lucidité difficile de se dire ça sera plus jamais. Et même si je le revois, elle l'a revu. Bah, c'était pas pareil. Parce que c'était pas cette nuit-là, parce que c'était pas ce moment. Donc Anna Akhmatova, ouais, c'est très beau. En tout cas, dans ton dernier recueil, L'œil du cyclone, tu parles de toi, personnellement, de ce qui t'arrive aussi. Et ça fait en fait forcément écho en fait en nous. Est-ce que tu te rappelles, toi, d'où t'es devenu en fait cette idée d'un seul coup te mettre à écrire et que ça te faisait du bien aussi ? Ça vient probablement de à la fois mon environnement. J'ai beaucoup de chance, tu vois, ma mère m'a offert un Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète, pour l'anniversaire de mes 10 ans. C'est pas juste, entre guillemets, la façon de s'exprimer classique, traditionnelle, c'est un truc un petit peu différent, un petit peu à part, un petit peu unique. Et aussi un petit peu ancien qui m'a séduit, tu vois. Un truc comme si ça venait des profondeurs de la parole que depuis l'aube de l'humanité, on cherchait à styliser un peu et pas juste à parler pour dire je vais acheter une baguette, tu vois. Et dès tout petit, je me suis dit tiens, c'est chouette, on peut faire des trucs un petit peu originaux avec le langage. On peut le tordre un peu, le chercher, tu vois, comme un enfant qui a une pâte à modeler, quoi. Et ça me fait penser donc justement à l'écriture et pourquoi on écrit. Il y a des choses en fait qui sont liées à notre passé, il y a le fait de dédramatiser, il y a le fait de partager en fait tout un tas de choses. Et on pouvait aussi même parler du deuil en fait à travers l'écriture. Ouais, écrit, c'est important. Et écrit surtout. Parce que c'est d'intérêt en fait, c'est que ne te juge pas si t'as envie d'écrire sur justement par exemple un deuil, ce que moi j'avais fait à l'époque, fais-le. Mets ce que tu peux dans le texte. Après, peut-être que ce sera difficile de le regarder, ce texte, tu vois. Peut-être que ce sera une petite capsule comme ça de souffrance qui... Mais au moins, ça existe, tu l'as transmis, tu as infusé dans le texte et puis ça t'aura probablement fait du bien. Je vais lire donc
page 24 de ton recueil L'œil du cyclone qui vient de sortir, La fille au béret rouge. Qui est un poème que j'ai écrit il y a maintenant quelques années, il y a bien 6 ou 7 ans je pense, quand j'avais appris que mon premier amour, la première femme dont j'ai été amoureuse, s'est suicidée. Aujourd'hui, l'on m'a dit que la fille au béret rouge était morte. Et je me suis souvenu, quand j'étais un affamé de l'amour, et qu'elle m'avait nourri. Je me suis souvenu de ce petit café de quartier, où le patron ventru et volubile nous aimait bien. Bien sûr, je ne savais plus la couleur de tes yeux. Ta voix m'aurait été nouvelle, et ton odeur après 10 ans. Mais le temps est une invention de l'homme, qu'esprit et cœur ignorent. Et toujours nous aimons. Et toujours nous aimer, certaines flammes de nos souvenirs. Aussi j'ai ce soir 17 ans, et je fume dans la nuit d'octobre pour la fille au béret rouge. À Colline Roger. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose d'entendre en plus son nom dans ta bouche. Ça l'a fait exister aussi différemment. C'est très beau. Moi, je vais boire mon café. Et toi, ton café? Parce que le principe aussi du podcast, c'est ça, c'est de passer aussi un petit moment ensemble et de boire un petit café. Ou un thé. Ou un petit thé. Ou un petit Ricard, ça dépend qui on est. Oui, voilà. C'est vrai. À 11h du mat, il y en a que ça dérangerait pas. Ça pourrait délier en plus oui, les langues. Exactement. Moi, j'avais lu le livre Libérez votre créativité de Julia Cameron il y a quelques années, qui expliquait que tous les jours, il y avait l'écriture du matin. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à prendre un petit carnet et puis à écrire, en fait. À libérer, en fait, ses pensées, à libérer sa tête. Ça fait le plus grand bien. Et des fois, en fait, on a comme le soleil qui revient un peu dans la tête, parfois, quand on est un peu embrumé le matin. C'est ça. Et surtout que j'ai l'impression que ce dont les gens ont beaucoup peur, c'est d'un mot. Et ça, c'est marrant. Le mot poésie, il fait peur. Tu vois. Alors qu'en réalité... Et c'est un paradoxe qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est la poésie. Parce que la poésie, elle existe en vers, mais dans les vers, il y en a déjà plein de différents. Un haïku, c'est des vers très courts, un poème très court, ça reste de la poésie. Un alexandrin, c'est un vers très long, ça reste de la poésie. Mais un vers non versifié, c'est quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'écris quasiment plus que en vers libre, ce qu'on appelle le vers libre. Le vers libre, c'est un vers qui n'a pas de versification. Donc, en soi, ça n'est pas un vers, déjà. La plupart du temps, ça ne rime pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de la poésie, tu vois ? Et donc, au final, peut-être que ce que tu vas écrire dans ton petit carnet le matin avec ton café, et que tu vas dire, tiens, hier, j'ai marché sur une feuille morte, elle a craqué sous ma chaussure, et je me suis senti bien. Tu vois ? Quelque chose d'aussi simple que ça. Pourquoi c'est pas un poème ? Ça peut être un haïku, ça n'a pas besoin de rimer, ça n'a pas besoin d'être en vers. Donc au final, les gens devraient vraiment dédramatiser le mot poésie. La poésie, c'est ce qui est sincère, c'est ce qui sort de toi, c'est ce qui véhicule une émotion. Il faut pas le mystifier trop, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Exactement, il n'y a pas de raison d'avoir peur et il ne faut pas hésiter en fait à tester en fait. C'est comme la peinture, c'est comme la danse, tout le monde peut danser en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs on danse. Bien sûr. Il y a plein de gens qui s'interdisent ou qui ont peur d'eux ou qui se disent je ne suis pas spécialiste donc je ne peux pas. Et en fait, je pense que le principe de la vie est courte. Faut y aller, faut tester, faut aimer et puis il faut apprécier en fait. C'est ça. Parce que c'est vrai que y a beaucoup de gens qui disent oui, moi j'aimerais bien écrire, mais c'est pas mon truc ou je sais pas. Si, je pense que tout le monde peut écrire et ça libère. N'y sûr, tout le monde peut écrire et tout le monde peut écrire de la poésie. J'en suis absolument convaincu. Il faut un peu vulgariser, il faut un peu démystifier, il faut un peu dire aux gens, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Et ça, je l'adresse à toutes celles et ceux d'entre vous qui écrivent. Encouragez les autres à le faire parce que ça fait du bien. Eh ben super, ce sera le mot de la fin. Merci Très beaucoup, bien. Georges. Merci, Damien. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode un peu exceptionnel à la rencontre d'un artiste nantais. Tous les épisodes du podcast Légendes Chantenées d'ailleurs sont disponibles sur Deezer, Spotify et Apple Podcast et Instagram @légendechantenées. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.